Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de votre podcast tant attendu, les mutations du lien social. Dans ce podcast, nous parlons tout d'abord des nouvelles formes de solidarité et d'engagement avec nos différentes intervenantes, puis par la suite nous verrons la question des rapports entre responsabilité individuelle et collective, en faisant la connaissance d'une activiste très pointue sur la question. Les transformations économiques et sociales ont modifié les différents liens sociaux. Avant l'avancée des réseaux sociaux et de l'urbanisation, les villages étaient soudés. L'exode rural a entraîné de nouvelles formes d'engagement et de solidarité grâce à Internet, aux réseaux sociaux, aux mécanismes participatifs et grâce à des associations et des collectifs. Les Français ont développé une envie de s'engager sur des procès précis et plus des causes générales. Grâce aux réseaux sociaux, par exemple, l'engagement se fait en un clic. On peut donner de l'argent à une association qu'on soutient rapidement ou s'inscrire en tant que bénévole aussi rapidement. Y a-t-il chez les jeunes générations de nouvelles manières de s'engager qui se diffèrent de celles des générations plus anciennes ? Donc le rapport des nouvelles générations à leur forme d'engagement est celui d'un outil d'émancipation individuelle. La volonté d'autonomie, développement personnel, rejet de l'embrigadement. Or, grâce à la révolution numérique, les nouvelles générations ont appris dès leur plus jeune âge qu'il est possible de porter leurs revendications individuelles massivement par le biais des réseaux sociaux, voire d'organiser des mobilisations massives sans nécessairement avoir besoin d'un parti pour le faire. Le printemps arabe et plus récemment les mobilisations en Algérie démontrent la puissance mobilisatrice des groupes comme Facebook et des applications de discussion instantanée telles que Messenger, WhatsApp ou encore Snapchat. L'essor du féminisme en ligne est aussi partie prenante de la prise de conscience de l'ampleur du potentiel des réseaux sociaux pour mobiliser des millions de personnes à travers la planète sur un sujet donné. Les épisodes de #MeToo et de #BalanceTonPort en sont une manifestation historique. Cependant, en exposant son avis sur les réseaux sociaux, on s'expose à toutes sortes de critiques et d'avis divergents. C'est par exemple le cas connu de Marion Séclin, une féministe cyberharcelée depuis des années pour avoir parlé du harcèlement de rue sur le site Mademoiselle. Il y a donc un écart manifeste entre les formes traditionnelles d'engagement partisan et les nouvelles méthodes militantes rendues possibles par les réseaux sociaux, qui répondent mieux aux aspirations d'émancipation individuelle et de réalisation personnelle. Par ailleurs, les différences de méthode et d'organisation collective ne sont pas les seules à rendre relativement opaques les réseaux sociaux aux partis traditionnels. Les générations qui ont grandi dans la révolution numérique ont construit un édifice culturel colossal en utilisant les réseaux sociaux, avec un langage complexe, des codes en constant renouvellement et des pratiques associées, notamment autour de la mise en scène de soi au quotidien. Pouvez-vous nous donner quelques exemples en plus ? Oui, bien sûr, comme Internet et les réseaux sociaux ont donné naissance à de nouveaux moyens pour les gens de s'engager et de montrer leur solidarité. Par exemple, tout d'abord, il y a les campagnes de financement participatif en ligne. Cela permet aux gens de faire des dons en ligne pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. Il y a également les communautés en ligne pour le soutien mutuel. Les forums en ligne et les groupes Facebook peuvent aider les gens à se connecter avec d'autres qui vivent des défis similaires et à se soutenir mutuellement. Le partage de connaissances et de compétences en ligne est également une nouvelle forme d'engagement. Les plateformes en ligne telles que Coursera et Udemy permettent aux gens de partager leurs connaissances et compétences avec d'autres dans le monde entier. Et enfin, il y a la collaboration à distance pour des projets communs. Les outils en ligne tels que GitHub et Google Drive permettent aux gens de travailler ensemble sur des projets, même s'ils sont physiquement séparés. Internet et les réseaux sociaux raccourcissent le temps entre la réflexion et l'engagement concret. En un clic, on peut donner de l'argent pour un projet coup de cœur ou s'inscrire sur une plateforme de bénévolat. Avant, quand il fallait rédiger un chèque ou remplir un formulaire d'inscription,
On perdait des donateurs entre le moment où ils voulaient s'engager et celui de concrétiser cet engagement. Ces nouvelles formes de solidarité peuvent donc réduire drastiquement les liens sociaux. Et maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme participatif. C'est une approche qui implique les parties entraînant dans le processus de prise de décision et de mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets. Il vise donc à renforcer la participation, la transparence et la responsabilité envers les citoyens et les communautés locales. Ce mécanisme peut prendre plusieurs formes, telles que les consultations publiques, les sondages, les ateliers participatifs, les forums communautaires, etc. Il peut être mis en place à différents niveaux, de la planification locale à la planification nationale et internationale. Le but principal est de permettre aux citoyens de faire entendre leur voix et de participer à la prise de décision qui les concerne. Cela peut conduire à une meilleure compréhension des préoccupations et des priorités des communautés locales, ainsi qu'à une meilleure acceptabilité et une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. Cependant, il est important de noter que le mécanisme participatif ne garantit pas toujours la participation équitable et inclusive de toutes les parties exclues. Certaines personnes peuvent être exclues de la participation pour des raisons telles que la pauvreté, le manque d'éducation, la discrimination, etc. Il est donc important de veiller à ce que le mécanisme participatif soit accessible et inclusif pour tous. C'est globalement le mécanisme participatif peut être un outil puissant pour renforcer la démocratie et améliorer la qualité des politiques publiques en impliquant les citoyens dans le processus de prise de décision. Cependant, il est important de veiller à ce que la participation soit équitable et inclusive pour toutes les parties concernées. Merci à vous pour ce témoignage. Passons tout de suite à une autre intervenante pour parler de l'association au collectif. Nous savons tous qu'aujourd'hui encore, l'engagement peut se faire en soutenant une association ou un collectif ou en tant que bénévole. Même si avec Internet et les réseaux sociaux, cela a pris une plus grande place, nous savons que les associations sont toujours d'actualité et très actives. Il en existe en France 1,3 million et ce chiffre ne cesse d'augmenter avec le nombre de nouvelles créations pour des causes actuelles comme l'aide aux migrants, les cours d'informatique et l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qu'une association et comment cela fonctionne ? Une association est un groupe de personnes souhaitant agir pour une cause commune, sans faire aucun profit. C'est le 1er juillet 1901, avec la loi Waldeck-Rousseau, que la liberté d'association est réellement mise en place. Il existe par exemple le bénévolat, un engagement libre et informel. On retrouve environ 16 millions de bénévoles en France. D'abord, être bénévole, ça permet de se sentir utile et de faire quelque chose pour autrui, en s'impliquant dans diverses causes, comme le sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, la santé, l'action sociale, la défense des droits ou encore l'éducation. Certaines associations emploient des salariés. En France, 1,8 million de personnes sont salariées dans environ 165 000 associations. Avez-vous des exemples de personnes ayant créé une association ? Oui, par exemple, Diariata NDI a créé une association en 2015 pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Son association s'appelle Résonante. Puis, pour compléter son association et toucher le plus de personnes possible, et en particulier les jeunes, elle a créé l'application AppL. Avant de s'engager pleinement dans son association, elle s'engageait en créant des petits spectacles sur le même thème. Il y a aussi Tara Eusé Sarmeni, qui a créé son association Règles élémentaires après avoir participé à une collecte pour les produits d'hygiène intime pour les femmes sans abri. Avec ces deux femmes, nous pouvons voir que l'engagement part de rien, de quelque chose de vraiment minime, et cela peut amener vers de grandes choses. Elles s'engagent toutes deux dans des causes actuelles et innovent pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Quelle est la différence avec un collectif ? À la différence de l'association, un collectif n'est pas déclaré. C'est principalement un groupement de personnes qui va se rassembler pour lutter contre un but commun. Il y a souvent une opposition entre l'association type de la loi de 1901 et un collectif, mais pour autant, la loi de 1901 reconnaît la création de collectifs.
Est-il plus facile de créer un collectif qu'une association ? L'association est forcément plus compliquée à créer car il faut être déclaré à la préfecture. Cela va demander plus de temps, alors que grâce à Internet, un collectif est beaucoup plus simple à créer. Il suffit d'aller sur Internet et de taper « création d'un collectif ». Cela peut être fait très rapidement, en une journée à peine. Et aussi, plus simplement, un collectif peut être créé avec ses amis ou alors sa famille, puisqu'il suffit de 2 personnes ayant un but commun pour pouvoir créer un collectif. Après, évidemment, il faut pouvoir étendre son collectif, mais 2 personnes suffisent. Alors que pour l'association, il faudra compter environ 5 jours pour pouvoir qu'elle soit créée. Ça dépend si le dossier à la préfecture est pris rapidement ou pas. Enfin, je pense que l'association et le collectif sont des formes de solidarité et d'engagement anciennes, mais qui prennent de plus en plus d'ampleur et se renouvellent grâce en particulier aux réseaux sociaux et à Internet, qui peut permettre l'accès aux associations et aux collectifs plus rapidement et qui permet en parallèle de nous informer sur des causes nouvelles et nous donner l'envie de s'engager. Merci à vous deux pour nous informer avec une telle précision sur le rapport du lien social dans les nouvelles formes de solidarité et d'engagement. C'est au tour de notre deuxième partie du podcast sur la question des rapports entre la responsabilité individuelle et collective qui est maintenant à présenter. De nos jours, les liens sociaux ont considérablement évolué face au rapport entre la responsabilité individuelle et collective sur les questions environnementales, la politique de santé et le principe de précaution. La responsabilité individuelle n'est pas celle qui prévaut, même si elle est importante pour montrer les efforts de chacun, c'est surtout celle qui est collective qui est au centre des questions, surtout en France. Les changements climatiques ont fortement poussé les Français à agir et changer leurs habitudes, pour le bien collectif, pour vivre ensemble et durablement. De ce fait, nous allons interroger une activiste experte sur ce sujet. Quels sont les enjeux actuels ? Comment les questions environnementales sont-elles traitées ? Avec la crise du Covid-19, nous avons pu observer l'importance de la politique de santé. Comment celle-ci est-elle mise en place et gérée ? Comment fait-on pour comprendre ce qu'est le principe de précaution et à quoi sert-il ? Merci à vous pour ce témoignage d'une grande importance. J'espère qu'il éclairera assez nos auditeurs. Merci à tous et à tous d'être venus aujourd'hui avec moi pour présenter ce sujet. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je vous remercie tous de l'avoir écouté et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt pour un prochain épisode.